L'amitié secrète et l'amour non réciproque, Michael Jackson et Diana Ross. Il existe des amitiés dans le show business, et puis il y a ce qu'il y avait entre Diana Ross et Michael Jackson. Tout a commencé lorsqu'il n'était qu'un garçon nerveux, silencieux, à la recherche de quelque chose de solide auquel se raccrocher. Pendant des décennies, elle n'a jamais expliqué pourquoi il la suivait avec autant de dévotion, ni pourquoi il avait dit un jour qu'elle était mère, sœur et amante tout à la fois. Elle n'a rien précisé quand il a inscrit son nom dans son testament, ni lorsqu'il a cessé de lui parler après son mariage. Mais aujourd'hui, à 81 ans, elle parle enfin, pas aux caméras, ni pour faire les gros titres, mais avec des mots qui révèlent ce qui s'est vraiment passé. Des débuts de Motown à quelque chose de plus. En 1969, Michael Jackson n'avait que 9 ans lorsqu'il rencontra Diana Ross pour la toute première fois. À cette époque, il était le plus jeune membre des Jackson 5, un groupe familial émerge originaire de Gary, dans l'Indiana, qui venait d'être signé chez Motown Records. Diana, en revanche, était déjà une superstar. Ayant quitté les Suprêmes pour entamer une carrière solo, elle était l'une des figures les plus puissantes et les plus glamour de Motown, ainsi qu'une proche confidente du fondateur du label, Berry Gordy. Techniquement, c'est Gordy qui signa les Jackson 5 après avoir vu une performance filmée envoyée par Bobby Taylor. Mais Michael racontait souvent une autre version de l'histoire, celle où Diana Ross les avait découverts. Ce récit, bien qu'inexact, fut utilisé stratégiquement par Motown pour la promotion. Le label sortit même le premier album des Jackson 5 sous le titre Diana Ross présent The Jackson 5 pour capitaliser sur sa renommée. Michael adopta ce mythe, car pour lui, ce n'était pas simplement une tactique de communication, c'était sa vérité. À ses yeux, Diana ne faisait pas que le présenter au monde, elle le sauvait de l'invisibilité. Leur lien se forma rapidement. Lorsque les Jackson s'installèrent à Los Angeles, Michael séjourna fréquemment chez Diana dans sa maison des Hollywood Hills. Lors de ces visites, il ne faisait pas que se détendre. Il observait. Diana Ross n'était pas seulement une mentor, elle était un modèle vivant de ce qu'il aspirait à devenir. Il étudiait son sens du détail, sa façon de répéter chaque mouvement, ses réponses en interview, la manière dont elle réglait la lumière et les angles sur le plateau. Plus tard, Michael écrivit que Diana lui avait appris à sourire devant la caméra, à occuper une scène, plus que tout, à se comporter comme une star. En 1971, Michael lança sa carrière solo tout en continuant à se produire avec les Jackson 5. Sa première prestation télévisée en solo ne se fit pas dans un programme des Jackson, mais dans Diana, l'émission spéciale de primetime de Diana Ross. Il y chanta Got to Be There et dansa avec une assurance impressionnante pour son âge. Ce que le public ne vit pas, c'est le travail en coulisses. Diana l'avait préparé avec douceur et attention. Lors d'interviews cette même année, Diana décrivit Michael comme un fils ou un frère pour elle. « Il m'admire tellement, dit-elle, alors j'essaie d'être un bon exemple. » La presse adorait cette image, la diva confiante guidant un jeune prodige timide vers la lumière. Mais derrière les portes closes, les sentiments de Michael allaient au-delà de l'admiration. Il la suivait avec l'intensité de quelqu'un qui ressentait plus que de la gratitude. Il mémorisait ses gestes, sa façon de parler, même la manière dont elle tournait la tête sur scène. Au fil des années, ce lien devint plus visible. Le frère de Michael, Jermaine, déclara plus tard que Michael vénérait Diana et la voyait comme plus qu'un membre de la famille. Tandis que le public pensait qu'ils étaient comme frères et sœurs, ceux qui connaissaient vraiment Michael percevaient quelque chose de plus complexe et de non-dit. Pourtant, à cette époque, il n'y eut ni controverse ni spéculation publique, juste une connexion discrète et constante entre deux artistes, l'une au sommet de sa carrière, l'autre à l'aube de la sienne. Ce qu'ils partageaient n'avait rien de scandaleux, mais était profondément personnel. Et même alors, les bases étaient posées. Un lien qui s'étendrait sur des décennies, bousculerait les définitions et finirait par alimenter l'une des relations les plus mystérieuses et chuchotées de l'histoire de la musique moderne. Vivre ensemble et frontières privées. En 1978, Michael Jackson a endossé le rôle de l'épouvantail dans The Wiz, un grand film qui réimaginait le magicien d'Oz avec une distribution entièrement afro-américaine. Ce fut son premier rôle principal au cinéma et sa première expérience d'acteur aux côtés de Diana Ross, qui jouait Dorothée. Si ce film représentait pour Michael une opportunité d'explorer le jeu d'acteur et de s'émanciper de l'ombre des Jackson 5, une autre motivation, peut-être plus personnelle que professionnelle, le tirait vers le projet, Diana elle-même. À ce moment-là, Diana Ross n'était plus simplement une mentor ou une idole. Elle était devenue une figure centrale dans sa vie. C'était la première fois qu'ils allaient travailler ensemble au quotidien pendant une longue période.
Non pas en se croisant sur scène ou en studio, mais en partageant une routine privée et constante pendant plusieurs mois. Durant le tournage à New York, Michael loua un appartement au lieu de séjourner à l'hôtel. À la surprise de beaucoup sur le plateau, Diana choisit d'y vivre elle aussi. Il n'y avait ni manager, ni personnel, ni caméra, juste eux deux. Ce qui s'est passé derrière la porte de cet appartement n'a jamais été rendu public. Ni Diana ni Michael n'en ont parlé en interview, mais les personnes proches de la production remarquèrent un changement. Des membres de l'équipe racontèrent que le duo arrivait et repartait du tournage ensemble, dînait côte à côte et s'engageait souvent dans de longues conversations après la fin des prises. Diana ne l'appelait pas Michael, elle l'appelait bébé. Et Michael, connu pour sa timidité, paraissait visiblement détendu en sa présence. Les spéculations se mirent à circuler doucement dans les coulisses. Maquilleurs, techniciens lumière, assistants, beaucoup pensaient qu'il n'y avait plus qu'un simple partenariat professionnel entre eux. Pourtant, personne n'abordait le sujet directement. L'atmosphère entre eux était intime, mais jamais ostentatoire. Ce n'était pas une romance mise en scène pour attirer l'attention. C'était privé. Pour Michael, ce fut une période décisive. Il venait d'avoir 20 ans, plus tout à fait un garçon, pas encore un homme. Il cherchait encore à se défaire de l'image d'enfant star, à trouver sa place en tant qu'artiste solo. En Diana Ross, il trouva une stabilité. Elle était quelqu'un qui avait déjà parcouru le chemin sur lequel il s'engageait. Sa présence l'ancrait. Leur lien dépassait le simple réconfort émotionnel. Pendant les moments de pause, Michael partageait avec Diana des démos inédites, des maquettes qui allaient devenir des morceaux de son album solo phare, Off the Wall. Elle écoutait, donnait son avis, l'aidait à peaufiner les paroles. Ces séances n'étaient pas des réunions professionnelles. C'étaient des instants de vulnérabilité. Il faisait confiance à son instinct et plus encore à son cœur. Ceux qui étaient proches de Michael remarquèrent un changement. Il devenait plus introspectif. Il souriait moins face à la presse, mais paraissait plus serein en privé. Selon un ancien assistant, c'était la première fois qu'on le voyait aimer sans avoir à jouer un rôle. Diana n'a jamais répondu aux rumeurs. Michael non plus. Mais leur silence en disait plus long qu'un démenti. Ils protégeaient quelque chose qu'ils comprenaient tous deux, mais qu'ils savaient inexplicable. Il n'y eut aucune photo divulguée aux tabloïds. Aucune confession dans la presse, seulement des souvenirs partagés entre eux et un lien qui n'avait pas besoin d'être nommé pour être réel. Confession publique et silence privé. En 1982, Michael Jackson était sur le point de devenir l'artiste le plus célèbre de la planète. Il venait tout juste de terminer l'enregistrement de Thriller, l'album qui allait redéfinir la pop, pulvériser les records de vente mondiaux et faire de lui une icône culturelle. Le petit garçon qui se tenait autrefois timidement derrière Diana Ross était désormais au premier plan, traçant sa propre route, mais toujours hanté par une vérité intime qu'il n'avait jamais osé prononcer. Tout changea lors d'une interview pour Ebony cette même année. Le journaliste, s'attendant aux réponses prudentes habituelles de Michael, lui posa une question simple. Qui est la femme idéale pour vous? Michael ne réfléchit pas. Il n'esquiva pas. Il regarda droit dans l'enregistreur et dit clairement, « C'est Diana Ross, je l'aime. » Le silence s'installa. Le journaliste crut d'abord à une plaisanterie, mais Michael ne souriait pas. Il était sérieux. Il ajouta que s'il pouvait épouser n'importe qui dans le monde, ce serait elle. À l'époque, Michael avait 24 ans. Diana Ross, 38 ans, était déjà mère et avait divorcé 2 fois. L'écart d'âge et le poids émotionnel derrière ses paroles en surprit plus d'un. Mais Michael s'en fichait. Il avait gardé ses sentiments en lui pendant des années, et il venait enfin de les libérer. La déclaration fit rapidement le tour des médias. Certains y virent un reste d'admiration adolescente, d'autres une stratégie de publicité. Mais ceux qui connaissaient Michael personnellement savaient que c'était sincère. Il était notoirement discret sur ses émotions. Qu'il se livre ainsi ne pouvait signifier qu'une chose, ses sentiments étaient profonds, anciens et bien réels. Diana Ross, comme à son habitude, garda le silence. Elle ne commenta jamais publiquement. Elle ne confirma pas, mais ne démentit pas non plus. Curieusement, la presse ne la relança pas, comme s'il y avait un accord tacite. Ce qu'ils partageaient était trop fragile pour être exposé au grand jour. En coulisses, cependant, les langues se délièrent. Jermaine Jackson, le frère aîné de Michael, confirma plus tard ce que beaucoup soupçonnaient, que Michael aimait Diana depuis des années et qu'il la considérait même comme sa petite amie. Il expliqua que Michael devenait jaloux chaque fois qu'elle apparaissait au bras d'un autre homme, sans chercher à le cacher à la famille.
Puis en 1985, Diana Ross annonça ses fiançailles avec le magnate norvégien du transport maritime Arne NS Jr. Et ils se marièrent la même année en Suisse. Ce fut une cérémonie intime réservée à la famille et à quelques proches. Michael Jackson n'en faisait pas partie. Il ne vint pas au mariage, n'envoya aucun cadeau, n'adressa aucun message de félicitations. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit avec une franchise douloureuse, « J'étais jaloux parce que j'ai toujours aimé Diana Ross et je l'aimerai toujours. » Dans les semaines suivantes, Michael se retira. Ses proches notèrent un changement subtil mais profond. Il cessa de donner des interviews. Il annula des séances en studio. Il évita les projecteurs, chose rare pour un homme qui y vivait en permanence. Le perfectionniste infatigable était devenu silencieux, introverti, inaccessible. Le monde voyait alors une superstar au sommet de sa gloire. Mais en coulisses, c'était un jeune homme de 27 ans confronté à la douleur discrète d'un amour non réciproque. Ce n'était pas un scandale, pas un drame, juste la prise de conscience que la femme qu'il avait admirée, idéalisée, peut-être même attendue, allait désormais appeler un autre homme son mari. Personne ne blâma Diana. Elle avait le droit de vivre sa vie, de se marier, de choisir sa voie. Mais pour Michael, la souffrance ne venait pas de la perte. Elle venait du fait qu'il continuait à l'aimer, tout en sachant qu'elle ne serait jamais à lui. À partir de là, Michael changea. Il ne parla plus jamais d'amour en public. Il ne mentionna plus Diana Ross dans aucune interview, ni comme ami, ni comme collègue, même lorsqu'on le lui demandait. Mais ceux qui l'entouraient savaient une chose, dans ces moments de vulnérabilité, quand il se repliait sur lui-même, c'était toujours à elle qu'il pensait en premier. La musique parle. Quand Michael Jackson sort Dirty Diana en 1987, le public imagine aussitôt une femme séductrice, audacieuse et dangereuse. Mais le choix du prénom Diana n'est pas un hasard. Pour ceux qui suivaient Michael depuis ses débuts, cette chanson n'était pas juste un morceau, c'était un signal. Pendant des années, Michael nia que Dirty Diana visait quelqu'un en particulier. Il expliquait que le personnage était fictif, une représentation des femmes qui gravitent autour des célébrités dans l'espoir de les manipuler. Mais le calendrier a intrigué plus d'un. Le copyright de la chanson a été déposé le jour exact du mariage de Diana Ross avec Arne NS Jr. Cette coïncidence était trop parfaite pour être ignorée. Selon ses proches, notamment son frère Jermaine, la chanson exprimait une douleur longtemps contenue. Pas de la colère envers Diana elle-même, mais la frustration d'une perte personnelle qu'il ne pouvait traduire en mots. Quelques années plus tard, en 1991, Michael sort Remember the Time. Le ton change radicalement. Là où Dirty Diana brûlait de tension et de désir, Remember the Time est douce, nostalgique, presque tendre. Et cette fois, Michael ne nie rien. Selon plusieurs amis et collaborateurs, la chanson est un hommage discret à un amour qui n'a jamais vu le jour, un souvenir précieux, impossible à revivre. Dans le clip de Remember the Time, Michael incarne un homme dans un palais égyptien ancien tentant de séduire une reine lointaine et toute-puissante. La femme n'a pas de nom. Mais pour ceux qui connaissaient Michael, l'inspiration était claire. Jermaine Jackson a publiquement déclaré que Michael avait écrit la chanson pour Diana Ross, et cela avait du sens. Les paroles ne sont pas amères. Elles ne reprochent rien. Elles posent simplement une question, « Do you remember ?» Tu t'en souviens ? Aucune réponse n'était attendue. Le fait de poser la question suffisait. Ces deux chansons expriment des émotions opposées, l'une, une colère née du désir, l'autre, un regret doux amer. Mais toutes deux pointent vers la même femme, Diana. À ce stade de sa vie, la musique était devenue le seul langage que Michael osait encore utiliser pour dire ce qu'il ne pouvait exprimer à voix haute. Il ne déclara plus jamais son amour publiquement, ni ne mentionna leur relation en interview. Mais chaque note, chaque mot portait une émotion qu'il ne pouvait vivre au grand jour. Pour quiconque a un jour aimé quelqu'un de loin, quelqu'un qu'il ne pouvait jamais vraiment avoir, la musique devient le seul refuge où cet amour peut exister. Et pour Michael, la musique fut sa dernière lettre d'amour, celle que personne ne pouvait lui interdire d'écrire. Le testament, le sanctuaire est ce qu'elle a finalement avoué. En 2002, Michael Jackson met à jour son testament. Parmi les clauses juridiques et les dispositions sur son héritage, un détail inattendu attira l'attention. Si sa mère Catherine Jackson ne pouvait plus s'occuper de ses enfants, la personne suivante qu'il désignait comme tutrice légale était Diana Ross. Ni un ami proche, ni un frère ou une sœur de confiance, ni même Debbie Rowe, la mère de 2 de ses enfants, c'était Diana Ross. Pour ceux qui comprenaient Michael, ce choix n'était pas surprenant.
Il lui faisait profondément confiance, non seulement pour garder ses secrets, mais aussi pour porter ses valeurs. Diana ne l'avait jamais trahi. Elle n'avait jamais parlé de leurs moments privés. Elle n'avait jamais utilisé son nom pour attirer l'attention. Et c'est pourquoi il lui confia l'une des responsabilités les plus intimes et sacrées, la garde de ses enfants. Après la mort de Michael en 2009, Diana Ross publia une brève déclaration « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. C'est trop soudain et choquant. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. » Elle ne passa pas à la télévision. Elle n'accorda aucune interview. Elle n'assista pas aux funérailles. Mais son nom dans le testament disait tout ce qu'il y avait à dire. Dans les années qui suivirent, un autre détail fit surface, cette fois de la part d'employés du ranch de Neverland. Il y avait une petite pièce, non ouverte au public, où Michael avait placé des photos de Diana Ross. Un espace calme, privé, sans indication. Certains l'appelaient la salle Diana. Pas un sanctuaire, mais un lieu où il gardait un fragment de cette vie qu'il n'avait jamais pu avoir. En 2025, Diana Ross fêtera ses 81 ans. Elle reste discrète, parlant rarement à la presse. Mais un après-midi, lors d'une conversation paisible en famille, elle dit enfin quelque chose qu'elle avait gardé pour elle pendant plus de 50 ans. Michael m'aimait, dit-elle, m'aimait d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer. Pas de larmes, pas de drame, juste de l'honnêteté. Quelqu'un lui demanda doucement, « Et vous, vous l'avez aimé en retour ?» Elle marqua une pause, baissa les yeux vers sa tasse de thé, puis dit calmement, « J'ai eu une immense tendresse pour Michael, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre, mais l'aimer comme lui m'aimait. Je ne vais pas mentir là-dessus. » Elle n'en dit pas plus. Ce n'était pas nécessaire. Cette phrase suffisait à confirmer que ce sentiment avait été réel, très réel, mais jamais autorisé à devenir quelque chose d'officiel. Elle comprenait que si elle avait rendu cet amour dans sa totalité, cela aurait pu briser l'équilibre fragile entre admiration et affection. « Il m'a donné un type d'amour que je n'étais pas sûre de pouvoir porter, dit-elle. Et parce qu'elle savait combien cela comptait pour lui, elle choisit de garder ses distances pour ne pas le blesser. Quand on remonte l'histoire de leur première rencontre à leur cohabitation pendant The Wiz, aux confessions publiques, son absence à son mariage, les chansons codées, le testament et cette salle silencieuse à Neverland, tout devient clair. Ce n'était pas une romance ordinaire, ce n'était pas un conte de fées. C'était un lien de toute une vie, toujours présent, jamais totalement reconnu mais impossible à effacer. Pensez-vous que Michael Jackson a vraiment aimé Diana Ross, ou était-ce quelque chose de plus complexe que l'amour? Dites-le nous en commentaire.